vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que tout va bien chez vous aujourd'hui. Nous parlons souvent du réchauffement climatique et de ses effets à cette émission et pour commencer l'année, nous voulions nous intéresser à notre bâti. Nos lieux de vie et les bâtiments publics devront mieux s'adapter aux inondations, à la chaleur extrême, tout comme aux alternances de gel et de dégel, tout en nous gardant au chaud ou au frais selon la saison. Nous ne partons pas de rien. Il y a actuellement la stratégie canadienne pour les bâtiments verts et aussi par exemple les plans climat lancés par des villes, le plan climat 2020-2030 pour Montréal avec ses 46 mesures ou encore le plan local d'urbanisme bioclimatique, ça c'est à Paris. Face aux inondations, aux grandes marées, aux autres aléas de notre climat nordique, les architectes et les entrepreneurs doivent adapter les maisons, les écoles, nos lieux de travail. Il faudra répondre aux urgences du climat, mais aussi à un urgent besoin en logement. Alors, comment concevoir des bâtiments plus résilients au changement climatique en temps de crise du logement? Nous en parlons tout de suite. Restez là. À Je vote pour la science aujourd'hui, nous nous intéressons aux villes et à comment rendre nos bâtiments plus résilients face au réchauffement climatique. Les événements climatiques extrêmes se multiplient, alors comment se préparer, comment adapter notre bâti? Pour en parler, nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'urbaniste Gérard Baudet, professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage paru récemment chez Multimonde à Québec urbain en mutation. C'était en septembre 2023. On va en parler un petit peu aussi. Nous sommes aussi en compagnie de Julien Dallaire, architecte senior à Architecture 49. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Ordre des architectes du Québec et coordinateur architecture durable. Nous allons voir avec vous ce que c'est exactement. Donc, en décembre dernier, au Québec, les pluies torrentielles ont provoqué de graves inondations. Elles ont poussé les municipalités de Sainte-Brigitte-de-Laval et de Lac-Beauport à des évacuations préventives. Alors, pour commencer cette année, nous voulons encore et toujours nous mettre en mode solution. C'est pour ça que nous nous intéressons à l'architecture durable, au développement immobilier, aux bâtiments plus résistants au changement climatique. Et tout cela dans une crise du logement galopante. Il y aura d'ailleurs en mars prochain à Montréal un colloque sur les défis du bâti existant. Comment faire des transformations stratégiques pour répondre aux objectifs de la décarbonisation et de la résilience. Pour commencer peut-être, Monsieur Baudet, n'est-il pas trop tard pour concevoir des aménagements conséquents face au changement climatique? C'est une belle question. Il est tard. Est-ce qu'il est trop tard? Je pense que l'avenir va nous le dire. Il faudra voir comment les choses vont évoluer au cours des prochaines années en termes de changement climatique, d'évolution de la température globale, d'impact dans les différents milieux, parce que là, pour l'instant, on voit bien qu'il y a un dérèglement, mais jusqu'à quel point ce qui se passe actuellement est représentatif de ce qu'on va vivre dans 10, dans 15, dans 20 ans, là, on le sait pas toujours. Peut-être que malheureusement, on sera obligé de constater qu'il est trop tard. Il faut juste espérer que, pour l'instant, on est suffisamment un sentiment d'urgence pour enfin bouger. Parce que c'est ça qui est le grand problème, là. C'est-à-dire que on sait en règle générale assez bien quoi faire. Le problème, c'est qu'on n'ose pas le faire. Et notamment, il faut revenir à ce qu'un ancien président des États-Unis avait dit à un moment donné, le genre de vie états-unien n'est pas négociable. Notre premier ministre a un peu le même point de vue. Et dans cette perspective-là, c'est une inertie qui est totalement contre-productive. Il faut qu'on bouge et il faut qu'on bouge rapidement et il faut qu'on comprenne que ça va avoir des impacts nécessaires. On ne pourra pas perdurer dans nos modes de vie et penser qu'en même temps, on va réussir à faire un virage, un changement de cap qui est indispensable. Oui, à traverser des inondations, des gels, des dégels, des verglas, on en avait déjà. Oui. Mais là, ça se multiplie, j'ai l'impression. C'est les rythmes qui se multiplient, les territoires qui sont touchés, qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Ce qui est arrivé dans Charlevoix, c'était pas usuel. Il y a d'autres endroits où on sait, bon, la rivière Nicolet est capricieuse depuis toujours, la Chaudière encore plus, mais là, c'est qu'il y a des territoires qui étaient relativement épargnés, qui commencent à être touchés de manière très, très sévère, et c'est ça qui nous montre effectivement que les règles du jeu sont en train de se transformer complètement. On pourrait parler aussi des écosystèmes, le fait que le réchauffement
incite toutes sortes de bêtes et de bestioles à remonter vers le nord, c'est aussi préoccupant. On le voit, il y a des maladies associées à ça notamment, il y a des conséquences sur les écosystèmes en place. Et donc, c'est ça là, qui est vraiment l'indication la plus tangible qu'il y a des transformations en cours. Oui, le bâtiment va devoir supporter et les changements climatiques et peut-être des visites des gros mammifères, comme on a pu le voir dans les médias aussi. Monsieur Dallaire, les événements climatiques extrêmes donc se multiplient. Comment se préparer et s'adapter quand on est architecte? Comment on se sent interpellé par tout ça? Bien, évidemment, quand on est architecte, la tâche semble colossale parce qu'on reçoit évidemment une certaine formation dans notre cursus, dans notre travail, dans notre pratique, mais on n'est pas nécessairement outillé pour faire face seul à tous ces enjeux. Donc, je pense que quand on parle du bâtiment, il faut aussi parler du cadre bâti, il faut aussi parler d'aménagement du territoire, parce que les deux sont indissociables en fait. Donc, plutôt que de penser en termes d'unité d'habitation, il faut penser au sens large en termes de milieu de vie, en termes de quartier. Et ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est... je pense qu'on va parler d'architecture bioclimatique un peu aujourd'hui. Oui, l'architecture bioclimatique, c'est pas un terme nouveau. C'est en fait ça se fait depuis des millénaires, si on considère ceci. Parce qu'en fait, c'est l'adaptation du bâtiment à son site, à un site donné, à son climat, à sa géomorphologie, à l'orientation des vents, etc. Donc, d'une certaine façon, oui, on reçoit une formation pour composer avec ces éléments-là. Mais je pense que la standardisation du marché, la standardisation aussi de l'architecture, on ne peut pas le cacher depuis l'architecture moderne, en fait, fait en sorte qu'on a peut-être perdu de vue un peu l'importance de bien adapter nos bâtiments au climat local et aux conditions. Donc, il n'y a pas une seule architecture bioclimatique. Il y a autant d'architecture bioclimatique qu'il y a de climat, en fin de compte. Oui, donnez-moi quand même un exemple, peut-être dans notre climat à nous. Ça serait quoi un bâtiment bioclimatique? Alors, évidemment, dans notre climat à nous, les charges de conditionnement du bâtiment vont toujours demeurer des charges de chauffage, principalement, jusqu'à preuve du contraire, à moins que les changements climatiques précipitent d'autres changements. Donc, si on parle, par exemple, d'architecture passive, c'est un terme qui circule depuis quelques années. On connaît la certification Passive House, par exemple, qui nous vient d'Europe, qui a été adoptée ici au Canada, qui est encore rare tout de même. Mais bon, si on regarde ce que c'est, principalement, c'est de faire le mètre carré qui consomme le moins d'énergie possible. Donc, comment on y parvient? Premièrement, avec l'enveloppe du bâtiment. Vous allez peut-être m'entendre souvent mentionner le mot enveloppe. Donc, quand je parle d'enveloppe, exactement, c'est les murs extérieurs, les fondations, la toiture, donc tout ce qui isole le bâtiment du climat extérieur. Donc, ça doit être une enveloppe très efficace. Le fait que ce soit une enveloppe très efficace, par contre, fait en sorte qu'il y a un peu moins de changement d'air naturel qui s'opère, par exemple, par l'enveloppe. Donc, il faut penser aussi à une extraction à l'intérieur pour une petite extraction mécanique, en fait. Et l'idée, en fait, c'est... Une ventilation, finalement. Une ventilation, exactement. Et donc, l'idée, c'est de chauffer le moins possible, de conserver cette chaleur-là à l'intérieur du bâtiment pour qu'elle se diffuse de façon équitable dans les espaces. Et on l'obtient aussi, c'est capital par l'orientation correcte du bâtiment. Donc, la fenestration qui est judicieusement placée, en fait, pour, évidemment, accueillir le rayonnement solaire qui vient du sud, minimiser les ouvertures au nord. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, quand on parle d'architecture passive, d'architecture bioclimatique, finalement. Oui. Monsieur Baudet, ça vous évoque quoi, cette architecture bioclimatique? Est-ce que c'est un outil de plus, justement, dans les solutions? Ça a été mentionné, c'est un outil qui existe depuis très, très longtemps. Dans le monde arabe, par exemple, on a utilisé la végétation et l'eau de manière très efficace pour climatiser des micro-espaces dans des climats qui étaient particulièrement rigoureux. Donc, c'est connu depuis très, très longtemps. Le grand problème, c'est évidemment l'évolution technologique qui, fin 19e, début 20e siècle, nous permet de passer outre, nous permet de faire des choses en se souciant très peu. On a parlé de la climatisation, les immeubles aquariums avec des parois extérieures qui sont complètement étanches. C'était très à la mode. Ça posait pas de problème au plan technique. Là, évidemment, on voit que ça pose toutes sortes de problèmes d'une autre nature. Défis, hein? Donc, c'est effectivement un des défis, mais ça va plus loin que ça parce qu'on parle du bioclimatique, mais il y a aussi en architecture un courant qui s'intéresse à la manière dont même les êtres vivants s'adaptent à leur environnement. Avoir un optimum d'utilisation de l'énergie, ça existe dans la nature, aussi bien dans
le règne végétal que dans le règne animal. Et là aussi, il y a des enseignements qui sont importants à aller chercher pour rompre avec le modèle sur lequel on s'est rabattu pendant trop longtemps. Un des défis, évidemment, parce qu'il faut aussi relativiser les choses, la ville, le territoire, c'est pas une ardoise qu'on peut effacer et sur laquelle on peut réécrire un nouveau chapitre de l'histoire de l'établissement humain. À l'horizon 2050-2060, au-delà de 80% du cadre bâti est déjà présent aujourd'hui. Donc, ça veut dire que notre marge de manœuvre, elle est limitée dans la production des nouveaux espaces qui seraient plus performants. Oui. Et ça veut dire qu'on a aussi en parallèle le défi à rendre performant un cadre bâti existant, à partir de la prémisse qu'un bâtiment qui est là est déjà préférable à un bâtiment qu'on va construire. Mais il faut les adapter. Et là, il y a tout un défi. Et à partir du moment où on examine ces projets-là en vase clos, où on ne tient pas compte de l'ensemble des paramètres, il est souvent plus facile de justifier une démolition qu'un recyclage, parce que finalement, une proportion de ce qui appartient au recyclage va être reportée à l'extérieur de la comptabilité qui est liée à l'exercice de dire on détruit ou on rénove. Et ça, c'est un grand défi, là. C'est-à-dire internaliser l'ensemble des coûts, l'ensemble des conséquences de tous les gestes qu'on va poser va permettre éventuellement de modifier notre rapport au bâti. Oui, de sortir juste du bâtiment, finalement, de voir un peu plus comme un écosystème ou comme une ville, un quartier. Oui, d'autant plus que c'est assez fascinant de voir beaucoup de choses qui s'écrivent présentement, notamment sur la décarbonisation. Oui. Actuellement, tout ce qu'on réussit à faire, c'est de créer des îlots de décarbonisation. On ne réussit pas à décarboniser de manière générale, de manière très étendue. J'en donnerai 2 exemples. Oui. Quand on a annoncé le recyclage de l'ancienne carrière Lagacé à Laval, on nous a dit que ça va être un voisinage zéro carbone. La condition, c'était qu'on intercepte tous les véhicules des gens qui s'y rendraient à l'extérieur du périmètre. On comptabilisait pas le carbone associé au déplacement. Donc, déjà, là, ça plombait le système. Un autre élément qui est intéressant, il y a le projet BETZ à Londres, un des écosystèmes les plus performants à l'échelle européenne, qui a été construit il y a au-delà déjà une vingtaine d'années. Et il y a des chercheurs en sociologie malicieux qui, à un moment donné, se sont posés la question, ce projet est tellement performant que les gens à logement égal payent beaucoup moins cher pour habiter ce quartier de Londres que leurs voisins. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs économies? Ben, ce sont les gens qui prennent le plus l'avion. Oui. Donc, en un voyage d'avion, ils bousillent complètement la performance carbone de leur quartier. Et donc, ça montre effectivement que quand on examine ça de manière plus étendue, le défi est beaucoup plus considérable que ce que les tenants des technologies nouvelles essaient de nous faire croire comme si c'était une baguette magique. Là. On l'a pas, la baguette magique. Oui, mais on va rester positif parce qu'on débute notre année et on veut quand même rester positif. Monsieur Dallaire, c'est quoi le poids des émissions GES du secteur de la construction au Québec et au Canada? Ben alors, au Québec, selon des chiffres du ministère de l'Environnement que j'ai consultés, qui dataient de 2019, je pense, avant la pandémie, donc le secteur du bâtiment est autour de 10%. Donc, on dit résidentiel, institutionnel, commercial. Je pense qu'on extrait l'industrie de ce chiffre-là, en fait. 10%. Au Canada, c'est autour de 13%. Évidemment, il faut voir dans la méthodologie de calcul parce que l'écosystème de la construction inclut évidemment l'extraction des matières, leur transformation, leur transport. Donc, quand on fait une analyse de cycle de vie, c'est sur tous ces paramètres-là qu'on prend en compte. Ensuite, il y a évidemment la construction en soi qui génère aussi des GES et finalement, il y a l'opération du bâtiment, la manière dont il est chauffé. Et 80% des émissions des bâtiments, finalement, proviennent de son opération sur sa durée de vie utile, en fait, en chauffage. Je pense que ces chiffres-là sont plus avantageux au Québec et au Canada qu'aux États-Unis, parce qu'évidemment, aux États-Unis, quand on regarde les statistiques, on parle plutôt autour de 25-30% l'impact des bâtiments sur les émissions de GES. Le transport est évidemment toujours le principal, comme ici, là. Émetteur de GES, mais évidemment la façon dont les bâtiments sont chauffés aux États-Unis repose moins sur l'hydroélectricité ou des sources renouvelables, donc mène un poids supplémentaire en fait. Et même si le climat est plus rude ici,
Donc, quels sont peut-être les enjeux, à moins que vous vouliez réagir aux émissions? Peut-être juste ajouter, vous évoquez le climat plus rude. Ce qui leur joue peut-être un tour, c'est justement d'avoir un climat qui est globalement moins contraignant que le nôtre, mais quand ils ont des problèmes, on voit en Floride, par exemple, quand il y a des épisodes de grand froid, c'est catastrophique, là. Et on peut supposer, évidemment, que les coûts de chauffage sont à l'avenant dans ces circonstances-là. Donc, nous, on a un climat qui nous donne peut-être quelques avantages par rapport aux écarts de température qui se généralisent un peu partout, mais nous, ça fait longtemps qu'on est obligé de composer. C'est 60 degrés d'écart qu'on vit au Québec. Là. Il n'y a pas beaucoup d'endroits sur la planète dans des grands milieux habités où on a des écarts de température de ce type-là. Donc, on a peut-être un avantage de ce point de vue-là. On a peut-être un milieu qui nous rend un peu plus intelligents. Oui. Quand on parle de résilience urbaine, M. Baudet, on parle de quoi? Exactement. On parle de la capacité à un système quelconque d'absorber des chocs et d'en sortir le moins amoché possible et idéalement d'en sortir dans une position qui est plus favorable advenant que ça se reproduise à nouveau. Donc, une capacité d'adapter le système qui a survécu, qui est passé à travers, de l'adapter pour que la fois d'après, ça soit, on soit dans une position un peu plus favorable. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Comme il fait très très froid et on doit jongler avec cette différence de température de 60 degrés, est-ce qu'on peut dire qu'on est plus résilient que nos voisins américains? Est-ce que... on a juste à voir ce qui s'est passé en France la semaine dernière avec les chutes de neige catastrophiques supposément à 4-5 cm, avec des froids polaires de moins 9. On voit bien effectivement qu'on a une capacité parce qu'effectivement on joue dans des extrêmes que d'autres n'ont pas et quand il se produit quelque chose qui est loin d'être un extrême, déjà c'est catastrophique. Mais on s'adapte. Oui, je pense qu'on peut dire qu'on est effectivement plus résilient, mais on n'est pas nécessairement plus frugaux en fait, que nos voisins en Europe, parce que je pense que ce n'est pas une condition inévitable pour les sociétés nordiques d'avoir des grandes maisons. Quand on regarde le Royaume-Uni, quand on regarde la Norvège, le nombre de pièces par appartement est sensiblement inférieur au nôtre, en fait. Donc, ce n'est pas une prérogative des sociétés occidentales nordiques non plus. Et je pense qu'ici, on a évidemment la condition particulière au Québec d'avoir un coût au kilowattheure assez bas. L'hydroélectricité, c'est sûr. Ouais. L'impact des changements climatiques sur les villes se fait de plus en plus sentir. Les villes québécoises et canadiennes font face à de nouveaux défis, îlots de chaleur, volume de précipitations exceptionnels, interruption de courant. Pouvez-vous nous parler peut-être, M. Dallaire, du plan stratégique de résilience de Toronto qui serait quelque chose d'inspirant? Oui, le plan de Toronto a été ébauché en 2017, adopté en 2018 et je pense qu'il est en application présentement. C'est un plan assez ambitieux, probablement un des plans les plus ambitieux en Amérique du Nord. D'abord, Toronto est une ville à la croissance assez phénoménale. Oui. Je pense que c'est une des villes qui, dans le monde, pas seulement en Amérique du Nord, où la population augmente de façon rapide. Donc, la densité par kilomètre carré est assez élevée. Ils ont au-delà de 200 quartiers et arrondissements desservis par quelque chose comme 69 stations de métro. Donc, c'est tout un réseau. Et il s'interroge sur des mesures qui apportent un peu plus de justice sociale aussi. C'est ça qui est intéressant dans un plan de résilience. Donc, ce n'est pas seulement de mesurer leurs émissions de GES au niveau résidentiel. Ben d'abord, ils se sont scrutés eux-mêmes. Ils ont analysé, ce qui est une première chose, les bâtiments publics de Toronto qui sont gérés par la ville au niveau des GES. Ensuite, par quartier. Et ils veulent aussi atteindre une plus grande équité pour faire en sorte que quand il y a des phénomènes météorologiques assez violents, qu'il n'y ait pas de laisser pour compte à cause des inondations pour les gens qui vivent dans des sous-sols, par exemple, ou des îlots de chaleur ou des grands froids dans les bâtiments. Donc, ils mettent l'accent également sur la rénovation de leur cadre bâti, pas seulement au niveau de la construction des édifices neufs, mais il y a quand même une bonne enveloppe qui est dédiée au rétrofit, comme on dit, de bâtiments existants. Oui, M. Baudet, on parle de grosses villes de métropole, là, mais quels sont les enjeux de densification des villes? Parce que Toronto, Montréal, on pourrait penser que c'est les mêmes défis, les mêmes enjeux, mais peut-être pas.
C'est globalement les mêmes enjeux. Je dirais même dans beaucoup de métropoles européennes aussi, là, il y a eu une évolution et où les périphéries ont gagné en popularité de manière très, très nette. Bon, ce qui les épargne un peu de certaines dérives, c'est qu'ils n'ont pas adhéré au phénomène de l'obésité résidentielle qu'on connaît en Amérique du Nord avec nos Monster House, là, où effectivement le nombre de mètres carrés par personne est absolument invraisemblable et ça s'accompagne évidemment d'une obésité véhiculaire, là, ce qui est pas réjouissant non plus. La question de la densification, elle est importante et c'est un défi qui est majeur. Parce que on a l'impression que les tenants de la densification, qui est devenu une doxa en urbanisme, là, c'est devenu un discours incontournable. On oppose étalement urbain et densification. Sont comme les tenants de l'abandon de l'auto-solo. C'est-à-dire qu'on comprend pas les motivations qui font que les gens adhèrent à ces modèles-là. C'est véritablement une culture. C'est l'American way of life. Et on comprend pas à quel point tout ça n'est pas de l'ordre de la rationalité. On a beau raconter ce qu'on voudra aux gens qui veulent encore habiter dans un bungalow en banlieue. On aura beau raconter tout ce qu'on veut aux gens qui prennent leur auto, même quand il y a du transport collectif. Ils répondront pas aux arguments rationnels du coût, de l'impact sur l'environnement et tout ça. Ils sont dans un autre registre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance, il y a beaucoup de braquage. On le voit là dans plusieurs villes autour de Montréal, autour de Québec. Déjà, là, les gens ont dit non, il n'y en a pas question, on n'en veut pas de densification. Et c'est vrai un peu partout en Amérique du Nord, il y a beaucoup, beaucoup de résistance. Et il va falloir qu'on essaie de trouver une façon de composer avec cette résistance-là. C'est pas en culpabilisant les gens qu'on va changer de modèle. Il va falloir qu'on fasse la preuve qu'on peut faire autrement et conserver un certain nombre d'éléments qui sont inhérents à notre genre de vie, qui va devoir être modifié en partie, mais on peut pas continuer à braquer les gens et à penser qu'on va faire des gains de ce point de vue-là. C'est très maladroit. Et quand on a des expériences aussi malheureuses que Griffintown, on a toute une côte à remonter pour essayer de convaincre les gens. Et quand on écoute le discours des promoteurs dans le secteur Bridge-Wellington, c'est la même chose. Je veux dire, ce qu'on nous propose, c'est complètement aberrant comme cadre de vie par rapport à ce qu'est la spécificité montréalaise. Et en plus, on a le culot de nous dire que c'est la solution à l'étalement urbain, alors qu'évidemment, ça n'a rien à voir. On est dans deux univers complètement séparés. Donc, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de réflexions à faire pour sortir du cul-de-sac dans lequel on s'est engagé malheureusement depuis quelques années. Ouais, il y a déjà des réflexions qui se font au niveau gouvernemental canadien avec une stratégie. Au niveau des villes aussi, les villes de Montréal et de Paris ont adopté des plans climat, je pense 2020-2030 pour Montréal, plan local d'urbanisme bioclimatique à Paris. Mais c'est sûr que le bâtiment le plus vert, c'est peut-être celui qu'on ne construit pas. Donc, rappelez-nous, Monsieur Dallaire, l'importance d'adapter notre cadre bâti existant et de le rendre plus performant, mais aussi l'importance que ça vienne peut-être de la réglementation ou de la ville qui va de l'avant et qui nous entraîne vers ce futur-là. Oui, absolument. Comme ça a été mentionné, le cadre bâti existant est à, 70-80% là, dans ma carrière, dans la carrière des architectes qui vont me suivre. Il va y avoir beaucoup plus d'interventions sur l'existant, à mon sens, que de nouvelles constructions, et c'est normal. Et ici, je pense qu'on doit privilégier aussi, parce que si on prend un bâtiment connu dans un quartier, par exemple une ancienne industrie, une ancienne usine, un bâtiment en briques où il y avait avant une activité économique, et ce un peu comme ici à Radio-VM. Par exemple. Et ce bâtiment-là ne sert plus sa fonction principale. Il reste qu'il a une valeur souvent architecturale, il a une valeur communautaire. Les gens s'identifient à ce bâtiment-là. Donc, il a une valeur qui dépasse la valeur de sa brique, de son acier, tout ça, au sens de l'attachement, par exemple, qu'on peut avoir envers ce bâtiment-là dans un quartier. Donc, c'est très important, je pense, de miser sur ces bâtiments-là, de les améliorer, de les rénover, et ils peuvent certainement avoir une vie encore pour une centaine d'années, dépendamment évidemment de l'état de leur structure et tout ça. Donc je pense que c'est crucial, je pense que c'est ce que la Ville de Paris comprend. La Ville de Paris a évidemment énormément de cadres bâtis existants, de bâtiments patrimoniaux de grande valeur,
Mais ils prennent cette approche-là dans l'approche au résidentiel aussi. C'est sûr qu'ils ont un défi, eux aussi, de construire énormément pour accueillir leur population, mais ils mettent vraiment l'emphase dans leur nouveau plan local d'urbanisme bioclimatique sur justement la rénovation de leur parc immobilier. L'ajout de toitures vertes, par exemple, pour gérer les précipitations, mais aussi les îlots de chaleur. Et il y avait une chose intéressante que je disais en consultant leur plan, c'est qu'on parle de biosolaire. C'est la première fois que je voyais ce terme-là. Donc, en fait, c'est une espèce de système hybride où on a une toiture végétalisée, semi-intensive. Donc, avec des panneaux solaires? Oui, donc environ 20 à 30 cm de terreau pour les plantations, mais des panneaux solaires par-dessus. Et on pourrait croire que c'est contre-intuitif, mais en fait, ça ne l'est pas parce que les panneaux solaires sont installés assez haut pour ne pas nuire à la croissance des plantes et vice-versa, les plantes qu'on sélectionne n'atteindront pas des tailles qui vont porter ombrage aux panneaux solaires. Donc, il y a une espèce de synergie, en fait. Ouais, j'aime ça, les pistes de solutions, moi. J'aime ça beaucoup. Monsieur Baudet, vous avez écrit un ouvrage intitulé « Le Québec urbain en mutation ». Quelles sont justement les initiatives innovatrices qui nous redonneraient une qualité? Je sais qu'on n'a pas parlé de la voiture et du transport collectif, mais comme là, on termine l'émission, je voudrais partir sur une bonne note avec vous. Ben, c'est clair que le transport collectif doit faire partie de la solution. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de le rendre plus performant, de le rendre plus attractif. C'est tout un défi. D'autant que, bon, moi, je suis obligé de le dire, depuis 30 ans, au Québec, on a bricolé le transport collectif. Il est sous-financé de manière chronique. On n'a pas de vue d'ensemble, donc on l'a vu avec le REM, on le voit avec la ligne bleue, on le voit avec il y a un autre projet qui vient de sortir d'un tramway sur Jean Talon. Il va falloir qu'on ait une approche beaucoup plus cohérente pour rendre le système très performant et en faire une vraie alternative. Mais c'est clair que à partir du moment où les gens accepteraient effectivement d'abandonner en partie l'usage de l'auto solo, ça serait déjà un pas dans une bonne direction et ça permettrait peut-être justement de faire passer d'autres solutions dans d'autres domaines parce qu'on aurait effectivement une démonstration que finalement on n'y perd pas au change, que finalement il y a un gain collectif à faire un sacrifice temporaire pour un mieux-être éventuel. Oui, en fait, on fait partie de cet grand écosystème qui est la ville. Et comme chaque bonne petite cellule, on pourrait contribuer en laissant un petit peu la voiture à la maison. C'est ça que j'entends? Ben effectivement, on a tous une responsabilité, même si le gain, d'un point de vue global, est peut-être insignifiant. Il en reste pour moins que ça contribue d'une manière certaine à une transformation des choses. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de quelques gestes que ce soit au cours des prochaines années. Oui, et puis c'est le temps de la transformation, donc vous l'entendez. On était en compagnie de l'urbaniste Gérard Baudet, professeur titulaire à l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal, et de Julien Dallaire, architecte senior à Architecture 49. Merci à tous les deux. Merci. Avec grand plaisir, merci. Voilà ce qui termine l'émission. À la régie, Daniel Fortin, à la recherche cette semaine et la réalisation, et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Réécoutez l'émission. Si vous l'avez aimée, comme toujours, partagez-la sur vos réseaux favoris. Visitez également la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. Passez tous et toutes une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique